Il y a une légende sur la philo, c'est que selon le correcteur, de toute façon, cette épreuve est perdue d'avance parce que la notation est très aléatoire. Rassurez-vous, ce n'est pas vrai, il y a une méthodologie stricte. Speech. Admettons que vous choisissiez la dissertation. Ce n'est pas une restitution de cours qu'il faut problématiser. Votre sujet aura l'apparence d'une question. Et vous, votre job, c'est de transformer cette question en problème. Et pour le faire, il faut montrer que cette question admet au moins 2 réponses contradictoires entre elles. Vous allez fermer les yeux, vous allez sortir de la salle d'examen, vous allez vous projeter dans un café avec quelqu'un qui fait pas du tout de philo. On est avec un ami et le sujet qui nous est posé, c'est: le désir est-il un obstacle au bonheur? Il dirait quoi? Non, le désir c'est source de joie, c'est source de dynamisme, ça nous fait nous sentir vivants. Et puis quand on obtient l'objet de notre désir, est-ce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur? Donc le désir n'est pas du tout un obstacle au bonheur. Réponse immédiate à la question posée. Vous devez faire une objection. Comment on peut détruire ça? Eh bien par exemple, on peut se dire que si on désire quelque chose, c'est qu'on manque de cette chose, et donc si on en manque, on souffre de ce manque. Et puis peut-être qu'en obtenant l'objet de notre désir, ce sera peut-être une occasion d'être horriblement déçu. Et puis en plus, on peut ne jamais l'obtenir. Donc en fait, le désir peut être la source de notre malheur. Et voilà comment on a transformé une question en problème de façon très simple. C'est pas fini, évidemment. La deuxième astuce, c'est de considérer qu'une dissertation, c'est comme un procès géant. L'introduction, qui parle, c'est le président du tribunal et qui dit: aujourd'hui, on va juger le cas de, par exemple, le désir est-il un obstacle au bonheur? Les parties, ce seront les avocats. Vous allez me dire: c'est très bien, je vais au bar, je construis ma problématique, j'imagine que c'est un procès, je fais venir des avocats, mais mes avocats, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Alors, comme un bon avocat, vos avocats vont devoir d'abord se présenter. Donc ça, c'est l'introduction de partie. Un avocat, quand il arrive, ne va pas tout de suite se mettre à donner ses arguments, il va d'abord dire pour qui il vient plaider. Ensuite, vous allez effectivement donner des arguments, vous les développez. D'ailleurs, ayez vraiment toujours le souci d'expliquer. Toujours les élèves se disent: bon, c'est un prof de philo, donc il est au courant, je vais pas en faire des tonnes, je vais pas développer, il sait. Non, comment sait-on, nous, vos correcteurs, du coup, que vous savez? Donc, votre avocat s'est présenté, il donne ses arguments. Ensuite, il va appuyer ses arguments sur des textes de loi. Les textes de loi, ce sont les philosophes. Alors les philosophes, si vous connaissez le titre de l'ouvrage, c'est mieux. Si vous le soulignez, c'est encore mieux. Enfin, vous allez donner un exemple, parce que c'est bien aussi de montrer à votre correcteur que vous avez conscience du fait que malgré son caractère abstrait, la philosophie essaye de penser le réel. Attention, il y a une question de standing. Voilà, vous allez peut-être pas, et sans aucun jugement de ma part, ne citez pas un film très grand public, ne citez pas une chanson qui est dans le top 5 sur... voilà, non. Mais ça veut dire quoi citer un exemple? Il va falloir m'expliquer de quoi parle le film, de quoi parle la chanson, et ensuite il va falloir m'expliquer en quoi cette chanson répond au sujet qui vous est posé. Donc vous voyez, un exemple, c'est long quand on en prend un. Vraiment. Et ça, c'est ce qui va distinguer votre copie de la copie de votre voisin. Donc, introduction, argument, auteur, exemple. Évidemment, un avocat ne s'en va pas comme ça, il est bien éduqué, il fait une conclusion de partie. Et il dit: voilà ce que je suis venu plaider, voilà les arguments que j'ai utilisés, et j'estime que ma thèse est la meilleure. Lui succédera un autre avocat, et puis arrivera l'avocat en 3e partie qui dira: mes 2 prédécesseurs étaient très bien, mais c'est moi qui ai raison. Et enfin, arrivera votre conclusion générale, c'est le retour du président qui vient rendre son verdict. Il rappelle ce qu'il a entendu de la part des avocats, il rappelle quel était le problème, et enfin, il va rendre son verdict. Votre dissertation s'achèvera par une conclusion, un point final qui répondra au problème qui vous a été posé. Maintenant, imaginons que vous choisissiez l'épreuve de texte. Il faudra vous imaginer, vous voyez dans les dessins animés, il y a un personnage de diable et de démon parfois, vous avez 2 démons au-dessus de vous. Le premier s'appelle paraphrase, et ce démon vous conduirait à recopier le texte, à redire ce que l'auteur a déjà dit, et évidemment en le disant plus mal que lui. Il ne faut pas céder à paraphrase. L'autre démon s'appelle hors-sujet. En fait, vous voyez un texte qui est signé Sartre, et vous dites: super, je connais bien Sartre, on l'a vu avec mon prof, et vous balancez tout ce que vous savez sur Sartre, sauf que le texte n'a aucun rapport avec ce que vous savez de lui. Il faut résister à ces 2 démons. Comment? Voilà ma première astuce pour le texte. Encore une fois, il s'agit de problématiser. Imaginez que le texte que vous avez sous les yeux, c'est la copie brillante d'un candidat au bac. Alors, il n'a pas écrit beaucoup, mais c'est brillant. Ce candidat au bac s'appelle Sartre, s'appelle Kant, s'appelle Platon. Vous êtes le correcteur, sauf qu'on a oublié de vous dire le sujet de dissertation que l'auteur avait traité. Et votre mission sera de trouver le sujet de dissertation auquel répond l'auteur. Ce sujet, vous devez le formuler sous la forme d'une question, vraiment comme si c'était un sujet de disserte, et vous faites apparaître une des notions de votre programme. Si vous arrivez à trouver ça, alors vous avez la problématique du texte. Si vous l'avez pas, c'est pas la peine d'avancer, vraiment. Prenez le temps, cherchez ça. Une fois que vous avez le problème, vous allez chercher la réponse. C'est-à-dire quelle réponse il donne à cette question-là. Attention à ne pas confondre le thème et la thèse. Ce qu'il faut chercher, c'est la thèse
thèse de l'auteur, quelle est la réponse qu'il apporte, le thème. Enfin, c'est évident, si le texte parle de la liberté, du bonheur, de la nature, de la raison, ça va de soi. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ce texte dit sur quelle question. Donc vous devez trouver la thèse. Et enfin, troisième chose que vous devez faire, c'est par quelles étapes l'auteur ou le candidat brillant dont vous corrigez la copie, par quelles étapes va-t-il démontrer sa thèse. Et donc vous allez découper dans le texte son plan. Ne vous forcez pas à faire 3 parties s'il y a manifestement 2 parties dans le texte. Vous devez épouser la logique du texte. Si vous avez le problème, la thèse et le plan, vous tenez votre introduction. Maintenant, qu'est-ce que j'écris derrière ? Eh bien voilà, mon astuce numéro 2, c'est que maintenant vous allez considérer votre texte non plus comme un procès en disserte, mais comme un calendrier de l'Avent. Et derrière chaque mot, vous ouvrez la case et quelques pépites vous pouvez trouver. Comme un spéléologue, il faut plonger dans le texte, il ne faut pas rester en surface. Alors on définit un terme, on s'interroge sur la disparition d'un terme, on ne survole aucun passage. Faites pas semblant, on le voit, quand une phrase est un peu difficile, vous la sautez, l'air de rien. Non, ça se voit. Il vaut mieux essayer une explication. Même si elle est ratée, on vous valorisera toujours d'avoir essayé de donner du sens au texte. Alors ça passe par la définition des concepts, ça passe aussi par le fait de repérer à quels autres auteurs l'auteur de votre texte fait implicitement ou explicitement référence, contre qui il s'inscrit ou avec qui il s'inscrit. Vous n'êtes pas là pour dire que l'auteur a mal expliqué les choses ou que c'est insuffisant, pas du tout. Vous êtes son avocat, son faire-valoir, vous montrez comment, avec richesse, avec subtilité, il a essayé de développer sa thèse. J'ajoute quelque chose de très important. L'explication de texte philosophique est linéaire. Ça change des explications que vous avez pu faire en français, parfois qui étaient thématiques. C'est pas du tout ça qu'on fait en philo. En philo, on procède ligne après ligne. C'est pour ça que je vous disais, n'en sautez pas, ça se voit. Mais, et c'est là tout l'art de l'interprète, il faudrait que dans cet ordre chronologique du texte, vous arriviez à insuffler un sens logique. C'est-à-dire que vous soyez capable d'expliquer pourquoi chaque argument, chaque concept, chaque thèse apparaît à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle apporte à ce qui précède, comment tout ça s'articule. Vous devez tailler dans le texte, dans les bonnes lignes de jonction. Évidemment, donc votre explication de texte philosophique aura une introduction, il y aura autant de parties qu'il y en a dans le texte, chacune des parties aura son introduction et sa conclusion propre, et enfin vous aurez une conclusion générale dans laquelle vous reprendrez ce qui était la problématique du texte, la thèse, la réponse qui a été celle de l'auteur, et par quelles étapes il est passé. Et vous aurez rempli votre mission. Voilà, je crois qu'après tous ces conseils, il ne me reste plus qu'à vous dire, puisse le sort vous être favorable.